Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, Zhou Qiang, le président de la Cour populaire suprême chinoise, et Cao Tianming, le procureur général du parquet populaire suprême chinois, ont livré leurs rapports respectifs aux députés du Congrès national du peuple. Le rapport de la Cour populaire suprême déclare que l'an dernier, 1,23 million de personnes ont été reconnues coupables dans plus d'1 million d'affaires criminelles, soit une augmentation de 4% par rapport à l'année précédente. Le président de la Cour populaire suprême chinoise a ajouté que la Chine mettra en place un centre de justice maritime international pour protéger sa souveraineté nationale et ses droits maritimes. Les députés vont former des groupes pour délibérer sur les deux rapports, ainsi que sur le projet de loi amendé sur une nouvelle loi sur la charité, ce dimanche après-midi. Le plus haut organe consultatif, la conférence consultative politique du peuple chinois, participera également au groupe de discussion sur les rapports de travail. La Chine a intensifié sa lutte contre la corruption et puni un grand nombre de hauts fonctionnaires fautifs ces 3 dernières années. Dans le rapport de travail délivré ce matin, le chef de la Cour populaire suprême et le procureur général ont mis en lumière leurs efforts pour mettre la corruption sous haute pression en 2015. Les cours populaires à tous les niveaux ont conclu 34 000 procès impliquant 49 000 personnes. Parmi les accusés, 134 anciens responsables de niveau préfectoral et au-delà. Et nous avons amélioré le processus judiciaire contre les responsables corrompus qui ont fui la Chine. Tout cela selon la loi, et nous avons pris une part active dans la recherche des fugitifs et dans le recouvrement des biens détournés. Les organes du parquet ont mis en lumière les grands cas d'enquête et de condamnation. 41 ex-responsables au niveau ministériel et au-delà ont fait l'objet d'une enquête selon les principes légaux. Et un total de 22 anciens responsables au niveau ministériel et plus, y compris l'ancien haut responsable Zhou Yongkrang, ont été condamnés. La Chine mène plusieurs réformes du système judiciaire depuis 2014 afin de créer un système de cour de justice socialiste. La réforme vise à créer un système avec plus d'indépendance et moins d'influence des autorités locales. Des cours de justice interrégionales ont été mises en place à Shanghai et à Beijing afin de réduire ces interférences pour les cas administratifs. Poursuivre l'administration en justice est chose ardue en Chine, non seulement pour le plaignant, mais également pour la cour en charge de l'affaire. Les contentieux administratifs sont généralement examinés par un tribunal local. Or, le manque d'indépendance de la juridiction par rapport à la division administrative signifie souvent que les autorités locales chercheront à intervenir dans le déroulement du procès. Selon les chiffres officiels, entamer une procédure contre l'administration peut être extrêmement difficile. Seulement un tiers de ces affaires est accepté par les tribunaux. Moins de 30% de ces cas seront finalement traités. Le reste des appels est soit rejeté, soit retiré. Ces chiffres sont dus à l'intervention des gouvernements locaux. Afin de surmonter ces obstacles, un programme d'essai de tribunaux interrégionaux a été mis en place à Beijing et à Shanghai fin 2014. La 3e cour intermédiaire du peuple de Shanghai est compétente pour les litiges impliquant le district de Shanghai ou toute autorité locale en tant que défendeur. Nous examinons des cas interrégionaux qui sont susceptibles d'être influencés par les autorités locales et qui sont importants. Cela inclut des affaires environnementales interrégionales, des cas de sécurité sanitaire, de faillite des entreprises ou de manquements graves aux obligations. En 2015, 242 des 6 syndicats administratifs ont désigné un corps administratif de Shanghai comme défendeur. L'année précédente, ce nombre était de 13 seulement. Les autorités espèrent que ce changement va pousser les départements administratifs à plus de rigueur et de légalité dans le traitement de leurs missions. Selon la plupart des études conduites auprès des citoyens, des entreprises et des juristes, le comportement de l'administration ne satisfait pas aux exigences de légalité et d'efficacité. Les tribunaux interrégionaux en sont encore à l'essai. Une analyse plus poussée est nécessaire afin de déterminer le type de cas qui leur convient. Le chef de la Cour suprême chinoise, Zhou Qiang, a déclaré que les tribunaux chinois des différents niveaux avaient, en 2015, traité un total d'1,42 million d'affaires liées au prêt privé. Zhou Qiang a ajouté lors de la présentation d'un rapport de travail devant la 3e réunion plénière de la session de l'APN que les affaires portaient sur 820 milliards de yuans, soit 126 milliards de dollars. Il a précisé que les tribunaux faisaient la distinction entre prêt privé et levée de fonds illégale.
Les tribunaux ont par ailleurs traité 58 000 affaires de levée de fonds illégale, de fraude financière ou d'autres crimes et ont condamné 72 000 criminels. Chaque année, lors des 2 sessions, les avis des ambassadeurs sont particuliers et souvent inspirants. Notre journaliste Liu Fang a assisté au débat du groupe de l'amitié avec l'étranger. À cette occasion, elle a interviewé M. Zhai Jun, ambassadeur de Chine en France. Le groupe de l'amitié avec l'étranger est constitué de représentants du gouvernement chinois et d'institutions officielles dans ce domaine. Et à l'occasion des 2 sessions, leurs connaissances et l'éclairage sont particulièrement précieux pour développer les nouvelles politiques chinoises. Monsieur Zhai Jun, ambassadeur de Chine en France, a ainsi été témoin de l'évolution des relations sino-françaises ces dernières années. Je suis arrivé en France en 2014 et cette année coïncidait avec le 50e anniversaire de l'établissement des relations sino-françaises. J'ai constaté que les relations entre les 2 pays se sont bien déroulées au cours des 2 années qui ont suivi mon arrivée en France. Selon certains Français, cette période s'est révélée être la meilleure période dans l'histoire de l'établissement des relations, car il y a eu de nombreuses coopérations dans tous les domaines. Il y a eu également plusieurs visites d'État entre les 2 pays. En 2014, selon les statistiques, plus de 800 activités ont été organisées entre les 2 pays. La nouvelle ère dans les relations entre la Chine et la France a sensiblement modifié le ressenti des Chinois d'outre-mer. J'ai fortement ressenti l'amélioration des relations entre les 2 pays. Je vis en France depuis 37 ans et j'ai beaucoup d'amis étrangers. Mes 2 gendres sont d'ailleurs français. Le monde devenant de plus en plus connecté, ils peuvent savoir ce qui se passe en Chine à travers la télévision, les nouveaux médias et les réseaux sociaux. Le développement de la Chine les impressionne. Ce développement a un effet très important au niveau mondial. Comme le souligne M. Zhai Jun, les débats au sein de ces groupes participants à la CCPPC permettent de mieux définir les objectifs de la diplomatie chinoise. Et il espère que ces débats et ce genre d'initiatives permettront de mieux faire connaître la Chine au monde entier et de dissiper les malentendus afin de développer l'amitié entre les peuples. Liu Fang et Liang Rifeng, CCTV. Le porte-avions à propulsion nucléaire USS John C. Stennis est arrivé au port de Busan en Corée du Sud pour participer aux exercices militaires en cours entre Séoul et Washington du 7 au 18 mars. Le porte-avions comprend 3 destroyers et un cruiser porteur de missiles guidés. Plus de 17 000 soldats participent à ces grandes manœuvres, les plus importantes de leur histoire. Pyongyang a condamné ce qu'il qualifie de préparatifs pour une invasion. Les médias américains, de leur côté, déclarent que la RPDC est à la recherche d'un de ses sous-marins portés disparus au large des côtes du pays. Pyongyang a indiqué avoir développé des missiles capables d'être lancés d'un sous-marin, mais des doutes persistent depuis que des experts occidentaux ont affirmé que les vidéos des essais étaient fausses. La chancelière allemande Angela Merkel va affronter son premier test électoral depuis le début de la crise des réfugiés. Son parti, les démocrates chrétiens, a perdu du terrain face à l'extrême droite anti-immigration qui est en tête dans 3 États. Plus de 12 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour renouveler 3 nouveaux parlements régionaux dans les États du Sud-Ouest. Ces élections sont les plus grandes depuis l'afflux record de réfugiés. Elles sont considérées comme un référendum sur la décision de Merkel d'ouvrir les portes de son pays aux personnes fuyant la guerre. CCTV s'est rendu en Saxe-Anhalt où le parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne réunit 19% des intentions de vote dans les sondages. Si André Poggenburg remporte une victoire ce dimanche, il aura bouleversé la scène politique allemande. Poggenburg reconnaît volontiers que son parti doit sa popularité actuelle à ses virulentes déclarations anti-réfugiés, mais il souhaiterait obtenir plus que des votes de contestation. Dans beaucoup de domaines, nous sommes le dernier des États allemands. Nous arrivons dernier dans le domaine de la précarité des enfants, dans le domaine de la couverture Internet, dans le domaine du développement économique. Il y a un an, le parti était en pleine déroute, mais il a aujourd'hui de fortes chances de devenir une force politique nationale. Les sondages prévoient que le parti Alternative pour l'Allemagne réalisera des progrès substantiels dans les 3 scrutins qui se tiendront ce dimanche, en particulier ici en Saxe-Anhalt. En général, les questions locales déterminent ce genre de vote, mais le contexte actuel est exceptionnel.
Après l'accueil d'1 million de réfugiés l'année dernière, nombreux sont ceux qui craignent que leur chancelière Angela Merkel n'ait perdu le contrôle de la situation. Il y a peu de chances que sa campagne de dernière minute parvienne à les convaincre du contraire. Toutefois, la crise des réfugiés n'est pas la préoccupation principale de tous les électeurs. Steve Mameke et sa femme Larissa, partisans de l'Union des chrétiens démocrates, estiment que leur qualité de vie a grandement augmenté grâce à Angela Merkel. Les domaines qui me préoccupent dans ces élections sont l'économie, l'éducation et la sécurité intérieure. En tant que père de 2 enfants, j'espère que quelque chose sera également fait pour soutenir les familles. Toutefois, pour ce premier test électoral, les sondages semblent indiquer qu'une grande partie de la population allemande est décidée à sanctionner le parti en place. La discussion sur une intervention militaire étrangère en Libye pour se débarrasser de la présence de l'organisation État islamique s'est intensifiée ces dernières semaines. Voyons comment une action militaire pourrait résoudre la crise dans la nation nord-africaine. L'implantation croissante de l'organisation État islamique en Libye a poussé la communauté internationale à agir. L'Égypte a été la première à lancer des frappes aériennes sur les camps de l'organisation à Sirte l'an dernier. Le Premier ministre italien a démenti que son pays enverrait des soldats en Libye. Mais certains experts disent que l'Europe et les États-Unis s'impliqueront militairement tôt ou tard. En Libye, il y a davantage de djihadistes, de groupes terroristes et de milices qu'en Irak ou en Syrie. Des groupes secrets liés à l'islam politique et à l'organisation État islamique en particulier se sont rapidement développés et sont devenus plus forts, tandis que le gouvernement local a échoué à les contrôler ou à les éradiquer. Les voisins de la Libye sont directement affectés par la radicalisation dans l'État nord-africain. La Tunisie lance une guerre contre les terroristes à sa frontière avec la Libye, tandis que l'Égypte a envoyé de l'aide logistique, militaire et en renseignement à l'armée libyenne. L'Égypte a aussi appelé la communauté internationale à lever l'embargo sur les armes à destination de l'armée libyenne afin de résister à l'armement sophistiqué de l'organisation État islamique. L'intervention ne vise que ses propres intérêts sans prendre en compte la diversité sociologique et sectaire que cela pourra entraîner dans le pays. La situation en Irak éclipse la situation. 12 ans d'intervention étrangère depuis 2003 et pourtant il n'y a pas jusqu'à présent de stabilité militaire en Irak. Les manœuvres militaires Foudre du Nord, qui ont duré 1 mois et rassemblé 20 pays arabes et musulmans sunnites, se sont terminées cette semaine en Arabie Saoudite. Elles envoient le message que la région dispose d'assez de puissance militaire pour intervenir dans des conflits régionaux lorsqu'il y a nécessité. Des sources ici affirment que la coalition armée arabe est prête à prendre la tête de la coalition internationale pour intervenir en Libye une fois que cette intervention aura été approuvée par le nouveau gouvernement libyen. L'ONU accuse le gouvernement sud-soudanais d'avoir asphyxié plus de 50 civils accusés de soutenir l'opposition dans la ville de Leer, dans l'État Unity. Un rapport humanitaire indique que les 2 parties du conflit se sont livrées à des exactions contre les civils depuis le début de la guerre civile en 2013. Il mentionne des viols et des meurtres de femmes et d'enfants. Le gouvernement du Soudan du Sud nie ces allégations. Depuis 2013, des milliers de personnes ont été tuées et plus de 2 millions déplacées au Soudan du Sud dans une lutte entre les élites politiques du pays. L'organe onusien de surveillance des droits de l'homme accuse les 2 parties au conflit de meurtres et de viols de civils. L'opposition dirigée par Riek Machar dit que le gouvernement a mené ces exactions. Qui attaque les sites de civils? C'est le gouvernement. Qui attaque à Ao, à Woundri et tout le monde au Soudan du Sud? C'est le gouvernement. Et qui attaque notre cantonnement? C'est le gouvernement. Le dernier rapport de l'ONU accuse les forces du gouvernement d'avoir tué au moins 50 civils par suffocation dans un conteneur dans la ville de Leer. Le gouvernement nie ces accusations. Ce sont des gens qui font tout ce qu'ils peuvent pour combattre le gouvernement du Soudan du Sud. Ces gens veulent s'assurer que le gouvernement soit le seul coupable de tout. Or, si vous vous souvenez, ce rapport a été fait en décembre ou en novembre, je ne sais pas. Et maintenant ça se répète et on fait comme si c'était nouveau. Ce copier-coller n'est dans rien. Ce sont des gens qui combattent le gouvernement et ils emploient des gens pour combattre le gouvernement et mener une politique de changement de régime.
L'organe onusien de surveillance des droits de l'homme sort son rapport à une période où l'accord de paix signé l'an dernier commence à s'étioler. Un gouvernement d'union nationale visant à mettre fin à la violence n'a pas encore été formé. Le chemin du Soudan du Sud vers la paix est long. Le leader de l'opposition, Riek Machar, qui a été nommé premier vice-président, a refusé de rentrer à Djouba, évoquant des problèmes de sécurité dans la capitale. Or, tant qu'il ne se présentera pas, le gouvernement d'unité ne pourra pas être formé et la paix demeurera incertaine dans la plus jeune nation du monde. Le guépard est l'animal le plus rapide sur Terre. Il peut atteindre la vitesse de 110 km/h. Hélas, il est aujourd'hui en voie de disparition. Laurie Marker, une femme courageuse de 62 ans et qui vit en Namibie depuis 1991, a consacré toute sa vie à la sauvegarde de l'espèce. Reportage. Zinzi n'est jamais contente de recevoir des visiteurs humains, même quand ces derniers tentent de la pâter avec de généreux morceaux de viande. Elle a été secourue toute petite, alors qu'elle était encore orpheline. Mais lorsqu'elle a été relâchée dans la nature il y a maintenant 5 ans, elle s'est contre toute attente très rapidement réhabituée à son environnement originel. Contrairement aux autres félins, les guépards luttent pour survivre à l'intérieur des parcs et des réserves, loin du milieu naturel sauvage qui leur est devenu hostile. Dans les parcs protégés, en général, le nombre des grands prédateurs est élevé. Et ces prédateurs présentent un risque pour le guépard. Pour les petits, ils peuvent tuer les petits, ils peuvent voler la nourriture du guépard. Donc ils perdent la nourriture et ils peuvent perdre leur vie aussi. Moins de 12 000 guépards tentent de survivre dans le monde aujourd'hui. On les retrouve principalement en Afrique, où l'on en recensait près de 100 000 il y a plus d'un siècle. Les braconniers avaient pour habitude de voler leurs petits pour les revendre en tant qu'animaux exotiques, alors que les fermiers les tuaient pour protéger leur bétail. L'américaine Laurie Marker a consacré sa vie entière à la protection de cet animal. Lors de son arrivée en Namibie dans les années 80, elle a reçu un accueil glacial de la part des fermiers du pays. On m'a demandé à l'époque de prendre tous les guépards du pays et de les emmener là où je le voudrais. Et j'ai vite constaté que les gens étaient en fait sincères. Dès que je suis partie à la rencontre des gens sur le terrain, je leur ai rappelé que moi aussi j'avais grandi au sein d'une famille de fermiers. Et j'ai même obtenu mon premier diplôme dans l'agriculture. Je pense que j'ai progressivement évolué pour devenir une personne apportant une valeur ajoutée à l'ensemble des communautés des fermiers. Sa méthode s'est vite révélée populaire chez les fermiers grâce aux chiens de berger d'Anatolie. Ces énormes chiens vivent depuis toujours avec les troupeaux des fermiers, décourageant par leur simple présence tous les prédateurs potentiels. Si les prédateurs s'approchent de trop près du bétail, ils sont capables de les chasser et de les tuer. Mais avec les guépards et les léopards, ils n'ont même pas besoin de les attraper. Leur seule présence suffit à les faire peur. Lorsque des petits orphelins guépards sont livrés à eux-mêmes, le fonds les prend directement en charge. N'ayant pas appris à chasser aux côtés de leur mère, et ayant grandi sans la peur de l'homme, le centre d'accueil devient inévitablement leur lieu de refuge permanent. Mais à leur manière, ils sont là pour témoigner du danger, de la disparition qui menace leur espèce. Première victoire humaine contre le robot joueur de Go sud-coréen. Lee Sedol, champion du monde de Go, un ancien jeu de plateau chinois, a remporté dimanche sa première victoire face à AlphaGo, un superordinateur développé par Google. C'est sa première victoire sur la machine après 3 échecs lors des premières manches d'une partie historique qui se jouera en 5 manches. Le grand vainqueur du match a déjà été décidé, le programme informatique ayant remporté samedi sa 3e manche consécutive. Mais cette petite victoire n'en serait même pas une, puisque des commentateurs parlent de coups douteux dus à des erreurs d'algorithme de la part d'AlphaGo. Affaire à suivre. En Chine, à l'occasion de la journée nationale de reboisement, le gouvernement de la province du Hubei a invité une centaine d'experts étrangers à planter des arbres. Reportage. Dans le bois de l'Amitié, au bord du lac Roguan, une centaine d'experts étrangers, divisés en groupes de 2 ou 3 personnes, ont planté une centaine de sakuras et des camphriers. Ces experts sont originaires de France, d'Allemagne, d'Angleterre ou encore des États-Unis et travaillent actuellement dans la province du Hubei. Pour ma part, c'est la première fois que je participe à une journée de reboisement et c'est également du coup la première fois sur Wuhan, oui, tout à fait. Également, oui, également. C'est vrai que c'est la première fois à Wuhan.
En France, je sais que ça existe, mais c'est plutôt des associations ou des organismes qui le font. C'est agréable, utile, on est ensemble. Donc je trouve que c'est une belle occasion qui nous est donnée de faire quelque chose d'utile et d'agréable. Depuis 2001, le gouvernement du Roubaix a successivement établi 3 bois de l'amitié des experts étrangers. Celui de la nouvelle ville durable franco-chinoise est le plus récent. En 15 ans, plus de 1600 experts étrangers ont planté quelques 15 000 arbres. Aux côtés du peuple chinois, ils ont embelli l'environnement du Roubaix. Nous espérons que les experts étrangers puissent entrer dans la nouvelle ville durable franco-chinoise et mieux connaître cette plateforme internationale afin que nous puissions coopérer et nous développer ensemble. Aujourd'hui, ce que ces experts étrangers ont planté ici, ce ne sont pas seulement des arbres, mais aussi leurs racines. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Bonne suite de programme sur notre chaîne.